La schizophrénie, un mot qui fait peur et qui reste encore tabou. Et pourtant, cette maladie psychique touche 650 000 personnes en France. Mais si quand on en parle, on se focalise sur les troubles du patient ou l'épreuve traversée par les parents, on oublie trop souvent aussi la souffrance des autres enfants qui côtoient au quotidien un frère ou une sœur aux réactions imprévisibles. Alors comment vivent-ils cette situation? Comment se construire dans ces conditions? Eh bien, on en aura un aperçu avec un livre qui vient de sortir aux éditions Le Texte Vivant, La poire en bois, sous-titré « Grandir avec un frère schizophrène ». Et c'est votre histoire, Didier Meyrand, bonjour. Bonjour Vincent, merci de me recevoir. Merci Didier Meyrand, journaliste radio et télé, aujourd'hui entre autres à BFM Business, mais il n'y a pas si longtemps à RCF, puisque vous y avez notamment animé l'émission Hommes et Entreprises sur cette antenne. Que de belles années. Que de belles années. La poire en bois, c'est donc votre témoignage vécu auprès de votre frère aîné Alain, schizophrène, qui a aujourd'hui 58 ans. On va en parler, mais d'abord, ce qui serait bien, Didier Meyrand, ça serait de redéfinir ce que c'est que cette maladie, qu'on réduit souvent à des personnes perturbées, qui entendent des voix. C'est quoi en fait la schizophrénie? Alors la schizophrénie, c'est la maladie du lien. Schizophrénie, rupture du lien. Donc les personnes touchées par la schizophrénie sont en rupture de lien avec leur famille, avec leur environnement social. Et ils sont souvent envahis, parasités par des liens que nous ne maîtrisons pas, des voix avec lesquelles ils communiquent et avec qui nous ne communiquons pas. Rupture du lien, schizophrénie. Alors, cette maladie, vous l'avez donc traversée en famille avec Alain. Alain, il est né à Lyon en 1960. C'est un premier bébé très attendu, vous le dites dans votre livre, très attendu par vos parents, qui travaillent dans une entreprise qu'ils ont créée. Un enfant qui va assez vite avoir un comportement, on va dire, bizarre. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté, vos parents? Ils m'ont raconté que, par exemple, Alain, quand on le couchait, il disait « je dormirai pas, je dormirai pas, je dormirai pas ». C'est le cas aussi de pas mal d'enfants. Oui, c'est ça. Et puis, il avait un caractère qu'on dirait aujourd'hui un caractère difficile. Aujourd'hui, il y a des mots plus posés comme hyperactif. Il cassait ses jouets, il bougeait tout le temps, il avait des difficultés pour se concentrer à l'école. C'était ces comportements-là que mes parents m'ont beaucoup raconté et que moi ensuite j'ai vécu quand je suis né, puisque quand je suis né, Alain avait 12 ans. Alors c'est quand même assez frappant dans votre livre, c'est quand même l'attitude de vos parents justement. Ils voient bien qu'il y a quelque chose de pas normal, votre frère qui est hyperactif. Ils sont alertés par les nourrices qui le gardent et pourtant ils ne font rien ou pas grand-chose. Pourquoi? Est-ce que c'est du déni ou l'espoir que ça va s'arranger ou de l'indifférence? Expliquez-moi. Je pense que beaucoup de parents témoigneraient du fait qu'il y a beaucoup de honte quand on voit que son enfant grandit autrement que comme on l'avait espéré. On a beaucoup d'espoir sur cet enfant et en même temps, on ne sait pas comment faire. On est démunis. Et je crois que mes parents étaient dans une forme de déni, ne voulaient pas voir. D'ailleurs, même aujourd'hui encore, c'est très difficile pour eux de prononcer schizophrénie. Alors dans ce contexte, vous naissez 6 ans plus tard. Comment est-ce que vous percevez ce grand frère qui a des sautes d'humeur imprévisibles et même parfois violentes? Est-ce que vous en avez peur de ce grand frère? Il y a eu différentes phases. Parce que peut-être que Boris Cyrulnik m'accorderait l'idée que je suis un résilient naturel. On va en parler tout à l'heure. Oui. Mais quand j'étais enfant, je me rappelle très bien, et je le raconte dans La poire en bois, que j'attendais par exemple qu'il s'endorme. J'étais en veille. Cette veille qui m'a servi plus tard. Parce que vous dormiez dans la même chambre, on le précise. Vous attendiez qu'il s'endorme pour pouvoir vous endormir en toute sécurité après. Oui, j'attendais qu'il s'endorme parce que je préférais maîtriser mon sommeil quand même. Ouais. Et puis, c'est sûr que pour un enfant, voir un adolescent qui a des épisodes délirants, Alain, il traversait l'appartement poursuivi par des hommes en bleu avec des boulets aux pieds. On est quand même figé quand on est enfant face à de telles situations. C'est des situations qu'on peut dire traumatiques. Et un jour, il vous poursuit dans la salle de bain où vous vous enfermez à clé, il va défoncer la porte. Et qu'est-ce qui va se passer après? Parce que vous le racontez dans votre livre, ça va être une journée déclic. Oui, je crois que moi j'ai toujours une intuition, et d'ailleurs plus tard dans ma vie personnelle et professionnelle, qu'il fallait tenter et peut-être de sortir de la peur. Et ce jour-là, oui, il a fracassé la porte de la salle de bain. Peut-être allait-il être violent, peut-être pas. En tout cas, moi je me suis caché entre le bidet et la baignoire et je me suis dressé quand il est apparu. Et je lui ai dit, tu arrêtes tout de suite. Et ce jour-là, j'ai vraiment une impression que ça y est, j'allais, moi, pouvoir être en sécurité.
Voilà, maîtriser un peu plus la situation. Alors pour autant, la maladie de votre frère, elle rejaillit sur vous, sur votre comportement. Vous montrez notamment très discret quand vous êtes enfant. Surtout, faut pas se faire remarquer. Pourquoi cette attitude ? Oui, mais c'est courant dans toutes les familles où il y a un enfant en situation de handicap. L'attention est dédiée à cette fragilité-là. Et les autres enfants de la fratrie, ils ont plutôt intérêt à se faire discret ou, et ça a été mon cas, à réussir. Et moi, je me suis imposé la réussite à l'école, dans la vie professionnelle. Après, je suis allé chercher les micros, les caméras. Je me suis imposé un devenir visible, un devenir cohérent. Je me suis construit en opposition à l'incohérence des mots de mon frère. Cela dit, que peut bien avoir Alain, qui alterne des comportements violents, qui se bagarre dans les bars, qui est alcoolique, qui a des accidents de voiture à répétition, ça alterne avec des périodes d'isolement, de repli. Vous allez le savoir quand il a 28 ans, au cours d'une hospitalisation, c'est un médecin qui vous l'annonce, schizophrénie, et paradoxalement, le diagnostic vous soulage. Pourquoi ? Ah oui, parce que j'ai vraiment su à ce moment-là, j'avais 22 ans, que c'était pas moi qui n'était pas normal, entre guillemets. C'était pas moi, le fou, le langage du fou, le fou, c'était lui. Et je me suis dit, déjà, au moins savoir ce que c'était. Voilà, c'est clair. Et c'est d'ailleurs ce jour-là un épisode très marquant, ce qui m'a emmené dans un atelier d'ergothérapie. Et je suis allé avec lui rencontrer mon frère Alain et son moniteur. Il faisait du bois, atelier de bois. Et j'ai demandé à Alain, qu'est-ce que tu fais ? Et mon frère m'a dit, je fais une poire en bois. Et c'était pas de la couture, parce qu'on utilise aussi de l'instrument pour raccommoder les chaussettes, mais rien à voir. Il a fait une grande poire en bois, plus tard il a fait d'autres choses en bois, mais ce jour-là ça a été très déterminant parce que je me suis dit... Ça voulait dire quoi cette poire en bois ? Ah ça... Ouais. On laissera peut-être l'interprétation au psychiatre. Pourquoi faisait-il une poire en bois ? Il y a toutes les interprétations, tête de bois ou je ne sais quoi. En tout cas, moi, la poire, je l'avais imaginée blette, en sorbet, en tarte, en eau de vie. J'avais 22 ans. Mais jamais j'avais imaginé une poire en bois. Donc là, grâce à mon frère, j'ai été ouvert à une autre matière. Et d'ailleurs, plus tard, quand je suis devenu journaliste, j'ai toujours reçu mes invités en me disant « ils peuvent être d'une autre matière que... » Ça veut dire que ça ouvrait un champ de possibles différent. Un champ de possibles. Et la poire en bois qu'il a fait, elle n'avait pas la taille du fruit, elle était très grande. L'autre, il peut être d'une autre matière et d'une autre dimension. Alors, à partir de ce frère, comment est-ce que vous avez construit votre vie ? On va en parler dans quelques instants, juste après cette voix que vous allez sans doute reconnaître. Ce festival n'est pas celui des Parisiens. C'est celui de Ramatuelle et des Ramatuellois. Eux, ils ont fait Ramatuelle. Nous, on essaye d'amener un peu plus de lumière à Ramatuelle. Alors, on est, vous savez, comme les bergers qui apportent des lumières. Ça, plus il y a de lumière, plus on voit mieux, mieux c'est, plus c'est beau. Je crois que c'est ça notre envie. Voilà, apporter de la lumière à Ramatuelle avec son festival de théâtre créé par Jean-Claude Brialy, qu'on vient d'entendre, dont on vient d'entendre la voix, un comédien que vous avez fréquenté et admiré quand vous étiez en reportage à RTL à l'époque, mais aussi un homme qui vous a marqué par son phrasé, sa précision dans les mots. Et les mots, justement, eh bien, vous en avez fait votre métier, Didier Meyran, en devenant journaliste. Et c'est en partie grâce à votre frère. C'est comme une sorte, on pourrait dire, d'effet miroir. Expliquez-nous comment. Alors, Jean-Claude Brialy, je l'ai côtoyé pendant 5 ans pour une émission qui s'appelait Les coulisses du festival. Et en effet, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce qu'il était toujours très professionnel, très ciselé sur les mots qu'il employait. Et mon frère était fan de Jean-Claude Brialy. D'ailleurs, c'était peut-être pas le hasard que je me retrouve là. Et sur les mots, justement, parce que c'est important aussi, les mots dans le langage d'Alain, des mots qui peuvent être incompréhensibles et son propre vocabulaire, son propre langage. Et vous avez décidé de faire de la radio. Votre métier, la radio, c'est un métier de voix aussi. C'est pas innocent, ça. Moi aussi, j'entends des voix. Ouais. Je le dis souvent. Moi aussi, j'entends des voix dans le casque. Mon frère entend des voix dans sa tête. Avec mon frère, dans notre fratrie, nous avons ça en commun. Tous les deux, on entend des voix. Moi, je me suis appliqué à ce que ce soit des voix cohérentes. J'ai, je crois, une forme d'exigence à ce que l'autre soit toujours valorisé dans son propos avec des mots posés, choisis. Et je l'ai appris grâce à l'incohérence des mots de mon frère. C'est lui qui a fait aussi de moi ce devenir. La radio, c'est un métier, on entend des voix, on l'a dit, et justement, vous allez en rapporter à votre frère des voix de personnalités célèbres qu'il apprécie. Il y a Jane Birkin, il y a Laurent Gérard, Juliette Gréco, il y a Jacques Martin. Pourquoi vous faites ça pour lui ? Alors, je me suis rendu compte de cela bien plus tard, mais au départ, bien sûr, je ne le savais pas. Jacques Martin, c'est une anecdote. J'avais 22 ou 23 ans, et mon frère, quand il regardait Jacques Martin, c'était une émission qui s'appelait L'École des fans. Il était très calme, il était moins envahi, moins parasité par ses voix. Et j'ai demandé l'interview de Jacques Martin. J'y suis allé au Théâtre de l'Empire à Paris.
Et j'ai recueilli les voix de Jacques Martin que j'ai ramenées à mon frère, tout fier, dans l'espoir que je sais vain aujourd'hui, de créer un lien avec mon frère. Mais on a eu ce moment-là où il a entendu les voix de Jacques Martin. Nous avons pendant un moment entendu la même voix. Moi, je n'ai jamais diffusé cette interview parce que elle servait à rien pour l'antenne pour laquelle je travaillais à ce moment-là. Alors ce livre, vous l'avez écrit, Didier Meyran, pour donner votre témoignage, mais aussi pour donner des clés de compréhension sur cette maladie, un état des lieux de la schizophrénie en France, 650 000 personnes atteintes. Pourquoi ça reste encore tabou? Alors vous avez fait une enquête, justement, avec des chiffres précis sur la souffrance des frères et sœurs. Alors la personne qui a conduit l'enquête, surtout, c'est Hélène Daftian, qui est docteur en psychologie, donc qui est très légitime pour cela. 600 frères et sœurs de malades psychiques interviewés, ils déclarent tous avoir été impactés dans leur vie, dans leur santé, par la schizophrénie ou la maladie psychique de leur frère ou de leur sœur. Et c'est quoi le message? Alors c'est frères et sœurs, osez parler, c'est ça? Frères et sœurs, osez parler. La schizophrénie de votre frère, de votre sœur, vous n'en êtes pas responsable. Votre souffrance est légitime. Vous pouvez en faire quelque chose. Parlons-en, rejoignez des groupes de parole, il y en a. Ne restons pas isolés avec notre souffrance de frère ou de sœur et avec une culpabilité vaine. Dans ce livre, vous donnez aussi le nom d'associations qui peuvent aider. Alors, il y a l'UNAFAM, dont vous avez été vice-président pour le Rhône, il y a la FNAPSI, Schizo Oui, Schizose Dire, et puis votre association que vous avez créée qui s'appelle Psychodon. Quels sont ses buts ? Alors, la plateforme Psychodon, www.psychodon.org, a vocation à mettre en relation les porteurs de projets, donc les associations comme Schizo Oui ou l'UNAFAM, mais d'autres, toutes les associations membres du collectif schizophrénie au pluriel, vont pouvoir déposer sur le www.psychodon.org leurs projets, leurs logos à financer. Et puis, les mécènes, auxquels je fais appel aujourd'hui et partout, vont pouvoir dire, moi, je vais aider telle association engagée dans le champ de la schizophrénie à Nantes, ou je vais soutenir financièrement telle association engagée dans le champ de la schizophrénie à Lyon ou à Bordeaux. Cette plateforme du Psychodon, c'est une plateforme de mise en relation entre les acteurs dédiés au champ de la schizophrénie, les acteurs associatifs, et les mécènes, les financeurs, parce que ce sont deux mondes qui se rencontrent pas bien. Et qu'est-ce que c'est la schizophrénie? C'est d'aller au-delà des clivages, de faire rencontrer des mondes. Le manque de lien, voilà, essayer de créer un lien. Le lien. Donc cette plateforme, elle est encore nourrie par l'expérience de vie. Voilà. Alors je précise que d'ailleurs tous les bénéfices de ce livre, La poire en bois, iront justement pour pouvoir financer les actions de Psychodon. La poire en bois de Didier Meyran, écrit aussi en collaboration avec Sabrina Grimaldi, une belle préface de Philippe Dornano, grand patron dont la sœur est décédée des suites de cette maladie. C'est paru aux éditions Texte Vivant. Et comme je l'ai beaucoup apprécié, Didier, c'est pas pour vous passer de la pommade. Je voudrais le faire partager aussi aux auditeurs en vous en offrant un exemplaire. Pour cela, vous nous écrivez vite à lesbonnesondes@rcf.fr et on tirera au sort parmi vos mails. Dernière question, Didier Meyran, votre frère, vous lui en avez parlé de ce livre? Oui. Et alors? Il est touché, mais gêné. C'est difficile, c'est très difficile. C'est aussi difficile pour mes parents. Mais je crois que c'est nécessaire. C'est nécessaire de sortir du tabou. C'est le premier témoignage d'un frère de psychotique. Je crois qu'il fallait le faire. J'espère avoir trouvé les bons mots en restant bien à ma place dans un simple témoignage. Que ça. Voilà, il n'y a pas de jugement dans ce livre. Aucun. Voilà, simplement un témoignage. C'est la faute de personne. La faute de personne. Merci.